We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Bonjour les enfants, bonjour les redéconfinés du golfe de Porto. C'est le Père Noël en direct du cabinet médical de Porto. Alors déjà, je voudrais rassurer les enfants, je vais bien. J'espère que vous avez eu tous les cadeaux que vous vouliez. La nuit a été assez difficile pour moi, mais je vous rassure, je n'ai pas attrapé le coronavirus et grâce à mes pouvoirs, je ne peux pas attraper le coronavirus et je serai là encore pour vous l'année prochaine. Donc avant de commencer, je voudrais dire un petit mot. Donc 6 de mes confrères qui sont poursuivis par le Conseil national de l'ordre des médecins. Alors je ne vais pas remettre en cause les plaintes, etc. Mais par contre, je suis un peu surpris des reproches ou des chefs d'accusation, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Donc le premier est professeur, très médiatisé actuellement, vous en avez tous entendu parler, et on lui reproche le charlatanisme, c'est de prescrire, donner un traitement qui n'a pas fait ses preuves scientifiquement. Alors, je suis un petit peu surpris parce que si on le poursuit pour charlatanisme, je pense qu'il va falloir poursuivre aussi les médecins qui ont promu le remdesivir. Il va falloir aussi condamner, poursuivre tous les homéopathes, étant donné que l'homéopathie n'a jamais fait la moindre preuve de son efficacité et qu'il va falloir fermer toutes les pharmacies qui sont tous des charlatans puisqu'ils vendent de l'homéopathie. Un jour, je vous ferai une petite vidéo si j'ai le temps sur l'homéopathie. En attendant, vous pouvez toujours aller voir la composition de l'oscillococcinum, qui, donc sur Wikipédia, je vais vous mettre le lien dans la description en bas. Par exemple, alors les véganes, bouchez-vous les oreilles, hein, c'est à base de foie et de cœur de canard de Barbarie pourrie. Il y a une de mes collègues qui est poursuivie parce qu'elle remet en cause l'efficacité des masques. Alors, je ne sais pas quels sont ses propos exactement. On peut quand même se poser la question de savoir est-ce que c'est vraiment efficace partout. C'est-à-dire, quand je suis tout seul dans la rue, dans la campagne, comme me l'imposait l'arrêté préfectoral, je devais mettre mon masque. Est-ce que c'était nécessaire ou est-ce que c'est toujours nécessaire? Je ne sais pas si l'arrêté est toujours en cours. Honnêtement, je ne le crois pas. Alors bon, si on ne peut pas effectivement discuter scientifiquement, est-ce que c'est un intérêt ou pas? Je pense qu'il va falloir aussi poursuivre, je vous rappelle, mes deux collègues, Jérôme Salomon et Olivier Véran, qui sont effectivement médecins et qui sont inscrits au Conseil de l'ordre des médecins et qui ont prôné pendant des semaines l'inutilité du port du masque. Vous vous souvenez tous de leurs paroles avec Sibeth Ndiaye où ils disaient que c'était complètement inutile. Je pense que par contre là on aura aussi condamné les deux ministres de tutelle, c'est-à-dire le ministre de l'Intérieur et le ministre des Armées, qui sont les ministres de tutelle de nos forces de l'ordre qui nous contrôlaient, parce que là, c'était encore pire, puisqu'ils interdisaient carrément le port du masque quand les policiers étaient contrôlés, et on se souvient pendant la première vague qu'il y a certains policiers qui sont quand même tombés aussi, ça fait quand même des morts, il va falloir un jour que les gens s'expliquent. Les masques sont inutiles si vous n'êtes pas malade, si vous n'avez pas été personne contact proche de personnes malades. On ne doit pas acheter de masques et d'ailleurs on ne peut pas en acheter puisque nous avons donné des instructions aux officines de pharmacie pour qu'elles ne distribuent des masques que sur prescription médicale. J'insiste, l'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Lorsqu'on n'est pas infecté par le virus, lorsqu'un médecin ne vous recommande pas de porter un masque, il ne faut pas en porter. Je pense qu'il y a un consensus très clair aujourd'hui pour dire il ne faut surtout pas avoir de masque pour le grand public, ça n'a pas d'intérêt et c'est même presque faussement protecteur. Non, les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. Porter un masque est parfaitement inutile. Alors ensuite, un autre médecin est poursuivi parce qu'il remet en cause l'efficacité du confinement. Il paraît que c'est un médecin controversé qui a fait des choses complètement illégales, etc. Alors moi je veux bien, mais à ce moment-là, il faut le poursuivre pour les choses qu'il a fait par le passé, et s'il est sur la sellette, il faut le condamner pour ça, mais pas parce qu'il remet en cause le confinement. Alors encore une fois, il y a peut-être une différence entre contester le confinement et ne pas le respecter. Donc moi, j'ai toujours dit qu'effectivement, s'il y avait un confinement, il fallait le respecter, mais on peut quand même
scientifiquement se poser la question, en sachant qu'il y a des pays qui ont plus ou moins confiné. Par exemple, le Pérou a confiné durement pendant 6 mois et c'est le pays le plus touché au monde. Alors c'est le pays le plus touché avec la Belgique, hein, il change entre première et deuxième place malheureusement. Il y en a un qui descend ou qui monte les marches de ce triste podium des pays les plus touchés si on parle en nombre de morts par million d'habitants. Ensuite, il y a la Suède qui n'a pas confiné du tout. Ils s'en tirent plutôt pas mal. Par contre, là, effectivement, comme tous les pays d'Europe, là, ils sont confrontés à une deuxième vague et ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Maintenant, effectivement, on peut se poser la question si ils sont à peu près ex aequo en nombre de morts. Est-ce qu'il faut confiner ou pas? Eux, ils ne confinent pas. C'est vrai qu'ils ont réduit énormément leurs interactions sociales, qui sont beaucoup plus en télétravail qu'en France. Mais effectivement, on peut quand même se poser la question, quels sont les bénéfices et les inconvénients d'un confinement? Le confinement, c'est un traitement par décision politique pour une pandémie. Il faut évaluer les bénéfices, il faut évaluer les risques, les dommages collatéraux, les maladies et les morts qu'il va y avoir par l'avenir. Là, on nous annonce déjà qu'il y aura 6000 morts en plus de gens, de cancers et de maladies graves que l'on n'aura pas diagnostiqué à temps. Donc tout ça, c'est à mettre dans la balance. Et encore une fois, comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, moi je suis médecin, je m'occupe de tous les malades et pas que du coronavirus. Oh, donc on verra bien, mais ça en dit long sur la liberté d'expression dans notre pays qui est en train de régresser à grands pas. Hein. On a un classement de la liberté d'expression dans les pays. On est loin d'être les premiers, on est loin derrière certains mêmes pays d'Afrique. On régresse de plus en plus, ça promet pour l'avenir. De même sur les plateformes américaines, donc grande démocratie, l'Amérique, ils ont annoncé donc sur les plateformes YouTube et Facebook que tous les gens qui contesteraient ou qui critiqueraient les vaccins, tous les messages ou les vidéos seront supprimés. Bonjour la liberté d'expression. Un petit mot sur les vaccins. Les gens me posent toujours la question, qu'est-ce que tu penses des vaccins? Qu'est-ce que vous pensez du vaccin? Parce qu'on a l'impression qu'il n'y en a qu'un seul. Alors déjà, pour commencer la vidéo, je voudrais dire que je suis médecin et que je suis absolument pour les vaccins. Après, est-ce qu'on est d'accord avec les pouvoirs et les décisions politiques, le carnet vaccinal, etc. Ça, c'est un autre problème. Mais moi, je suis absolument pour les vaccins. J'ai toutes mes vaccinations à jour. Je veux que les enfants aient leur vaccination à jour. Je n'ai jamais eu de problème avec le vaccin contre l'hépatite B. Parce qu'effectivement, dès lors que l'on dit quelque chose ou on émet un doute sur un vaccin, tout de suite, les complotistes ou les ligues anti-vaccinalistes coupent une vidéo pour faire dire l'opposé. Je suis absolument pour les vaccins. Je suis même, par exemple, pour la vaccination des jeunes garçons pour le papillomavirus. Alors, les gens incultes vont me dire « Ah, mais les garçons, ils n'ont pas de col de l'utérus, pourquoi faudrait le vacciner contre le vaccin contre le cancer de l'utérus ?» Non, ce vaccin-là n'est pas contre le cancer du col de l'utérus, il est contre le papillomavirus. C'est donc un virus, c'est une maladie sexuellement transmissible. Pourquoi les femmes, malheureusement, l'ont? Parce que nous, les hommes, nous sommes asymptomatiques et nous leur donnons ça. Donc si on vaccine aussi les garçons, eh bien, le problème de la maladie sexuellement transmissible va s'arrêter. De même que, on le sait maintenant, que ce virus est responsable de certains cancers de l'œsophage, de la gorge et de la marge anale. Et a priori, on a tous un trou du cul. Alors, concernant donc le vaccin Pfizer, puisque c'est ce dont il s'agit, si j'avais fait la vidéo il y a 15 jours, je vous aurais dit des choses différentes parce que les choses ont un petit peu évolué. Il y a 15 jours, alors que tout le monde parlait du vaccin, il y avait encore une étude, et d'ailleurs avec des professeurs qui s'affolaient un petit peu sur les journaux télévisés en disant « Mais comment peut-on avoir un avis alors qu'il n'y a aucune étude qui est parue, ce ne sont que des communiqués de presse des laboratoires, et là on ne peut pas quand même projeter de vacciner des gens alors que pour l'instant il n'y a aucune étude. » Il fait des annonces décembre, honnêtement le vaccin pour décembre, mais moi franchement je... Vous y croyez pas? Ben non, mais on n'a même pas encore les études. Vous vous rendez compte, on n'a même pas encore les études, quoi. C'est-à-dire on parle de choses qui restent vues à travers des comités de presse, des communiqués de presse de laboratoires pharmaceutiques. Mais on a entendu dire... Pas, hein, honnêtement, j'arrive pas à suivre, quoi. On a entendu dire que l'Allemagne pourrait démarrer le 15 décembre si l'autorité européenne du médicament valide d'ici là. Bah oui, mais vous savez, vous croyez qu'ils vont faire ça en 15 jours? Dire, c'est quand même difficile d'analyser l'efficacité, la toxicité d'un médicament, d'un vaccin. Après, si jamais il y a un pépin, on va nous reprocher d'être allé trop vite.
Et ça va condamner complètement les vaccinations pour des décennies, pour des maladies qui sont mortelles dans 100% des cas comme la rage. Mais c'est pas possible, quoi. Donc je trouve qu'il y a là encore un excès de précipitation, même si je suis bien conscient de la gravité de la maladie, hein, attention, mais il y a quand même un excès de précipitation. Et moi, je n'ai toujours pas vu les études publiées de toxicité et d'efficacité des 2 vaccins dont on parle le plus, le vaccin américain et le deuxième vaccin américain. Mais est-ce que l'essentiel finalement de l'avis qu'on peut se faire sur un vaccin n'émane pas déjà des phases 3, des 2 vaccins dont vous parlez? Bien évidemment oui, mais pour l'instant on n'a même pas les résultats de ces études. On n'a que des communiqués de presse de laboratoires pharmaceutiques. Notre vaccin, enfin il y a une surcommunication, et je vous rappelle que la principale bénéfice pour l'instant ça a été le PDG des laboratoires respectifs qui ont engrangé des millions d'euros en l'espace d'1 minute. Hein. Depuis, des études sont sorties. La FDA aussi a sorti donc une étude et sur 150 pages en anglais. Alors je ne l'ai pas lu parce que je vous disais c'est 150 pages et c'est extrêmement compliqué à lire. Donc je me fie effectivement à ce que disent mes collègues, professeurs virologues, spécialistes des maladies infectieuses, quel que soit leur bord. Je vous dirais en même temps que comment vous éclairer alors que nous-mêmes, on a du mal à être éclairés parce qu'effectivement, personne n'est d'accord. Concernant les vaccins, j'espère que ce vaccin va effectivement nous apporter quand même une solution parce qu'on en a un petit peu marre. Donc moi, je n'ai rien contre, mais effectivement, je dis qu'il faut toujours rester prudent, même à l'heure actuelle. Déjà, effectivement, on est allé très très vite. On est allé très très vite, donc il faudra attendre 2 mois, que effectivement au mois de janvier, il va falloir attendre les décisions des autorités sanitaires, il va falloir lire, étudier les études pour savoir quels sont les avantages, les inconvénients de ce vaccin, les effets secondaires. Alors, il n'y a quand même pas beaucoup de recul pour les effets secondaires, on ne sait pas trop où on va, mais bon, soit. Ensuite, ce qui me chagrine un petit peu dans l'histoire, c'est que là, ce ne sont plus les scientifiques qui valident, ce sont les politiciens qui n'y connaissent rien. On l'a vu, hein, Angela Merkel, elle a tapé du poing en disant l'agence européenne du médicament, il va falloir aller plus vite, donc je veux un rapport beaucoup plus rapide. Ensuite, tous les pays européens ont encore mis la pression sur l'agence européenne du médicament. Alors, travailler dans ces conditions-là, moi, ça ne me paraît pas très très sérieux. Parce qu'en plus, on se rend bien compte que c'est vous nous donnez votre aval. Donc, c'est pas est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non, c'est quand est-ce que vous nous dites oui. Et donc, j'imagine que les gens qui travaillent à l'Agence européenne du médicament, c'est quand même une grosse pression. J'espère qu'il n'y a pas de la pression des laboratoires avec des dessous de table, de l'argent, etc. On va supposer, comme c'est Noël, qu'on est dans le pays des bisounours et qu'il n'y a pas de corruption en France. On va supposer que ces gens-là ne sont pas contactés par les laboratoires pour avoir une bonne piscine ou une résidence secondaire gratuite. Donc supposons même que ces gens-là soient honnêtes et qu'ils travaillent. Ça doit être extrêmement dur de travailler dans des bonnes conditions quand vous voyez que tous les pays mettent la pression en disant « en fait, vous nous dites oui ». Et a priori, ils n'ont pas le droit de dire non. Donc comment travailler sereinement comme cela? Donc ce sont juste des formalités. En fait, on leur dit, vous signez en bas de la feuille. Là, les vaccins, donc normalement, nous sommes le 24 décembre, l'HAS doit donner son oui, parce qu'a priori, elle n'a pas d'autre choix que de donner son oui pour enfin commencer la campagne de vaccination dimanche, donc qui va être symbolique. L'autre chose qui me gêne aussi, c'est qu'en fait, on nous dit aveuglément, faites confiance à l'Agence européenne du médicament. Alors moi, je veux bien leur faire confiance, mais c'est quand même ces gens-là qui ont acheté 1 milliard d'euros, vous imaginez 1 milliard d'euros de Remdesivir, alors que toutes les études montraient que c'était inefficace et dangereux. Là, cette fois, on sait que c'est dangereux. Des études montraient qu'il y avait des insuffisances rénales. Moi, faire confiance à des gens qui ont acheté alors que l'OMS déjà ne recommandait plus ce traitement, j'aimais quand même un petit peu des réserves. L'autre chose qui me gêne un petit peu, c'est que cette agence européenne du médicament, ils nous disent qu'il faut faire confiance, on a assez de recul, 2 mois c'est bon. Ils ont quand même mis 70 ans pour se rendre compte qu'une molécule qui était très ancienne et qui a été prescrite dans le monde entier était dangereuse. Enfin, l'autre point, alors je ne vais même pas parler du consentement éclairé chez les gens qui n'ont pas toute leur tête dans les EHPAD. Là, c'est un problème vraiment très difficile.
Mais il y a un truc qui me gêne, c'est parce qu'il y a aussi deux discours. C'est-à-dire que d'un côté, on nous a dit, nous confinons tout le pays, et à 2 reprises, parce que nous ne voulons pas que les personnes âgées, les plus anciens, meurent de ça. Alors c'est un discours tout à fait honorable, et ça, je suis prêt à le recevoir et à faire les sacrifices pour effectivement sauver nos anciens. Mais il y a un deuxième discours qui, alors là, je ne sais plus, je vais retrouver le nom, c'était une femme, c'est une présidente d'une autorité de santé, je crois, qui avait dit, de toute façon, au niveau des effets secondaires, chez les gens âgés, on est prêt à accepter des effets secondaires. Alors ça, je ne vais pas prononcer le mot, parce que sinon, je risque de me faire taper sur les doigts, mais si on prend les personnes âgées, les premiers candidats pour voir ce qui se passe, moi, je n'adhère pas du tout à ce genre de discours. Pour moi, c'est... Enfin, moi, je suis médecin, je ne peux pas accepter ça. Hein. Et est-ce qu'on aura assez de recul ? Parce Alors, que, par exemple, sur les effets secondaires, on n'en sait rien, en fait. Pour les effets indésirables, donc, ce qui a été demandé, c'est d'avoir au minimum 2 mois de recul en médiane, c'est-à-dire la durée médiane de suivi des participants dans ces essais. C'est très court, évidemment, mais ça permet... Ça veut dire qu'il y a des vaccins qui seront déjà sur le marché, qu'on aura commencé à vacciner sans avoir les résultats ? Ah non, on aura ces données. Ce qui a été demandé, c'est ces données sur 2 mois. Donc on aura ces données sur 2 mois. Bien sûr, 2 mois, c'est court. Et donc ce qui explique qu'on va vacciner en priorité les personnes qui sont le plus à risque de faire des complications de cette maladie pour lesquelles on peut accepter qu'il y ait des effets indésirables. Donc voilà à peu près tous les points que je voulais aborder. J'espère vraiment que ces vaccins vont nous apporter quelque chose, mais je pense qu'effectivement... ce sont les politiciens qui maintenant décident de la mise sur le marché de médicaments. Et par contre, là, je trouve que c'est pas une bonne idée parce que je trouve que c'est un petit peu imprudent. Alors, c'est vrai que dans une période de pandémie, on peut se dire qu'il faut prendre des risques. Mais là, c'est vraiment entre vitesse et précipitation. Je pense qu'on se précipite beaucoup en espérant que ça soit une solution miracle. Il faut bien voir, là, vous avez vu qu'il y avait une mutation, là, tout le monde en parle, mais il y a eu... Tous les virologues s'accordent à dire qu'il y a déjà eu plusieurs mutations, donc plus ou moins importantes, mais a priori c'est un virus, et comme tous les virus, il mute très très fréquemment. Effectivement, ça remet en cause l'efficacité du vaccin sur le long cours. Combien de temps les gens vont être protégés si effectivement le vaccin marche et qu'il y a une bonne tolérance? On se rend compte quand même qu'il y a quand même 2 personnes qui ont fait des chocs graves aux États-Unis, donc bon... Ils ont dit qu'il ne faut pas le faire en cas d'allergie parce qu'il y a un choc. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui font des chocs anaphylactiques aussi avec la pénicilline et c'est pas pour ça qu'on le retire du marché. Mais il faut quand même être prudent. Là, on ne sait pas trop où on va et il ne faut pas jouer non plus les apprentis sorciers. Donc ce vaccin va-t-il protéger longtemps les gens vaccinés? Rien n'est sûr. On ne sait pas. On a très bien vu que des gens ont attrapé déjà 2 fois le coronavirus et donc en fait leurs anticorps après, ça ne dure pas très longtemps. Donc effectivement, on peut avoir des soucis pour effectivement une bonne protection du vaccin sur le long cours et pas sur uniquement 2-3 mois. Je voudrais dire aussi un autre petit point, c'est, voilà, on nous parle du vaccin Pfizer, mais moi je voudrais être vacciné, mais par exemple avec le Sputnik 5, c'est-à-dire le vaccin russe. Pourquoi effectivement on ne laisserait pas le choix aux gens, puisque a priori il y a plusieurs vaccins sur le marché. Le vaccin chinois n'a pas l'air mal. Le vaccin russe, on n'en entend pas parler parce qu'effectivement, on n'est pas très copains avec les Russes. Et je trouve ça un petit peu dommage. On est copains avec les Chinois, mais on n'est pas copains avec les Russes. Il faudra m'expliquer. Moi, je pense qu'on pourrait laisser le choix aux gens en disant, écoutez, voilà, moi, je n'ai rien contre les vaccins, mais je voudrais me faire vacciner contre un vaccin plus classique. Même s'il a une efficacité moindre, parce que la plupart des vaccins actuellement, ils ont une efficacité qui est beaucoup moins importante que ce qui est dit pour ce vaccin-là. Donc je pense qu'on pourrait laisser le choix aux gens. Je pense qu'effectivement, on aura à l'avenir un passeport avec un vaccin obligatoire pour voyager. Ça existe déjà pour la fièvre jaune quand on se rend dans certains pays. Et je pense que pour voyager, ça va devenir une obligation. Maintenant, honnêtement, demander son carnet de vaccination avant d'aller au restaurant et avant d'aller dans un bar, le restaurateur n'a pas le droit de demander ce genre de choses-là. Je vous ferai une petite vidéo ultérieurement donc, sur les tests antigéniques, etc. Une petite vidéo sur les lieux où on attrape le virus. Il y a des études qui commencent à sortir, qui sont encore une fois contradictoires, mais c'est intéressant.
Sur ce, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite un joyeux Noël. Après ma nuit éreintante, moi je vais aller me reposer. Je fais un gros bisou aux enfants. Et surtout, n'oubliez pas que la force soit avec vous.